Salut, c'est Quentin. Aujourd'hui, on va parler d'autonomie alimentaire, mais ça va pas être une vidéo comme d'habitude. La vidéo va disparaître petit à petit pour laisser place à un écran noir malgré les magnifiques paysages des Coast Sevenol. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est un nouveau format que je veux tester depuis longtemps. J'ai fait déjà quelques tests, ça avait plu à une petite partie d'entre vous. Voilà, j'ai envie de tester le podcast, donc le contenu audio que je partagerai à partir d'aujourd'hui une fois par semaine. Le contenu sera disponible sur YouTube, mais ça va être aussi disponible sur Apple Podcast, sur Spotify, sur d'autres agrégateurs de podcasts. Donc le but, ça va être tout simplement de répondre à vos questions, qu'on ait un échange. Donc si vous avez des questions à me poser sur le minimalisme, la vie en fourgon aménagé, l'autonomie, la désobéissance, le fait de simplifier sa vie, n'hésitez pas à me les poser. Ça se passera par mail uniquement. Les personnes les plus motivées. Le but, c'est de m'expliquer un peu quel est votre projet de vie, quel est le plus gros problème que vous rencontrez, me poser une question à ce sujet-là, et j'essaierai de partager ma propre expérience, mes propres idées pour vous aider. Ça se passera en contenu audio. Donc voilà. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo et aujourd'hui, je vais répondre à la première question qu'on m'a posée il y a quelques jours. Alors, dans cet épisode de Parole d'affranchi, je vais répondre à une question de François. François, il a un projet, c'est de s'acheter un terrain de 3 à 5 000 m², de construire une maison d'environ 50 m² et d'atteindre l'autonomie alimentaire et en énergie. Mais pour l'instant, il a encore un contrat à finir de 4 ou 5 ans, il doit travailler, mais ça ne l'empêche pas de s'intéresser à l'autonomie. Et là, une question à me poser, c'est, à mon avis, combien de temps il faut pour atteindre l'autonomie alimentaire? Donc, on va parler de ça. Je vais te dire, selon moi, combien de temps il va falloir pour atteindre l'autonomie alimentaire. On va voir l'erreur que font beaucoup de gens qui se lancent dans l'autonomie. On va voir aussi comment atteindre l'autonomie alimentaire le plus rapidement possible. Et on va voir les 3 façons d'investir dans son autonomie alimentaire. Et en fait, comment bien investir. Alors, je voulais déjà partager en une petite minute mon parcours, parce que moi, aujourd'hui, je vis dans un fourgon aménagé, j'ai voyagé pendant plusieurs années en sac à dos, et pour moi, pour l'instant, c'est impossible d'être autonome alimentaire, parce que je ne veux pas me trimballer avec mon camion et une remorque jardin. Donc, c'est pas possible. Par contre, c'est quelque chose que je connais bien, parce que moi, j'ai grandi à la campagne, je suis né dans un petit village de 300 habitants, mes parents étaient viticulteurs, on a toujours eu un potager, une basse-cour. Je connais bien ça. Mes grands-parents ont toujours jardiné, ma famille en général jardine. Moi, quand je suis parti de la maison de chez mes parents, j'ai loué une petite maison aussi dans le même village où j'avais du terrain, j'avais des lapins, des poules, un potager. Donc c'est quelque chose que je connais bien. Et mon approche à moi, elle est plus en fait l'autonomie alimentaire, on va dire traditionnelle en France, comme on peut la retrouver à la campagne, et moins ce qui se fait aujourd'hui un petit peu avec toutes les personnes, ce qu'on appelle un peu les néo-ruraux, les personnes qui quittent la ville pour aller à la campagne et qui ont un espèce de besoin de réinventer ce qui se faisait déjà. Moi, ma vision de l'autonomie alimentaire, elle correspondrait plus à ce qui se fait traditionnellement en France à la campagne. Donc, pour cette question de combien faut-il de temps pour être autonome en alimentation, c'est une question un peu difficile parce que tout va dépendre en fait de là où tu en es et là où tu veux aller. Là où tu en es, ça dépend en fait. Est-ce que tu as déjà un potager? Est-ce que tu as déjà un verger? Est-ce que tu as déjà un terrain? Est-ce qu'il va falloir que tu achètes un terrain? Voilà. Est-ce que tu as les compétences qui sont que demande le jardinage, que demande l'élevage d'animaux par exemple. Et tout dépend aussi de là où tu veux aller, en fait, de tes envies, de ton besoin. Est-ce que tu veux atteindre aussi 10% d'autonomie, 40% d'autonomie, 50% d'autonomie? Quelles sont tes exigences en termes d'alimentation? Donc c'est un chemin qui peut être plus ou moins long, suivant d'où tu pars et souvent d'où tu veux aller. Dans tous les cas, il y a une erreur que font beaucoup de personnes qui se lancent en autonomie et qui peut faire que le parcours est très 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 long, c'est que la plupart des gens oublient que la première étape pour se lancer dans l'autonomie, c'est de commencer par réduire ses besoins. C'est vraiment la première étape parce que quand on veut être autonome, si on parle de la ville par exemple et qu'on veut aller à la campagne, ce qui va se passer, c'est que
on a des besoins qui sont énormes, on a des envies aussi qui sont énormes parce qu'on a pris cette habitude de manger un petit peu la nourriture du monde, peut-être même trop manger, de manger dans des fast-foods, de mal manger et tout. Et si on veut atteindre un niveau d'autonomie satisfaisant en conservant ces besoins et ces envies-là, bah c'est presque impossible parce que on peut pas forcément tout cultiver chez soi et on peut pas cultiver en énorme quantité non plus. Donc c'est la première étape qu'il faut faire, c'est réduire ses besoins. C'est vrai dans l'alimentation, mais c'est aussi vrai dans les besoins énergétiques. Si on parle par exemple de l'eau, une personne qui consomme 10 mètres cubes d'eau par jour ou 1 mètre cube d'eau par jour ou 3 mètres cubes d'eau par jour, bah, ça peut être compliqué d'atteindre l'autonomie en eau, alors qu'une personne qui consomme par exemple une soixantaine de litres, que ce soit pour se laver, pour faire sa vaisselle, pour cuisiner, pour boire, bah, ça sera beaucoup plus simple d'être en autonomie niveau eau. C'est pareil pour l'énergie. Si quelqu'un consomme 10 kW par jour, bah, ça peut être compliqué de produire 10 kW d'électricité par jour, alors que la personne qui en consomme que 1, bah, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est pareil pour l'autonomie. C'est pareil pour l'autonomie alimentaire. Il faut commencer par réduire ses besoins alimentaires. Et c'est vraiment commencer par réduire ses besoins, c'est commencer par investir dans son autonomie. C'est vraiment la première étape. Une autre chose qu'on peut faire qui va un petit peu dans cette idée-là, c'est de commencer à s'alimenter comme quand on sera autonome. Pour vous citer un exemple, il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui a posté un commentaire sur ma chaîne YouTube sous une vidéo où j'explique un petit peu des petits trucs et astuces pour cuisiner avec un réchaud à gaz. Et en fait, ce que cette personne a décidé de faire, c'est que aujourd'hui, elle vit en appartement. Dans quelques mois, si j'ai bien compris, elle va vivre en fourgon aménagé. Et en fait, pour s'équiper dans son appartement, cette personne-là a commencé à s'équiper et à commencer à vivre comme quand elle vivra dans un fourgon aménagé. Donc au lieu d'acheter une nouvelle cuisinière, elle va peut-être acheter un réchaud. Au lieu d'acheter des nouvelles assiettes, des nouveaux couverts, elle va s'acheter des assiettes et des couverts qui correspondront à son fourgon aménagé. Au lieu d'attendre de vivre dans un fourgon aménagé, il va commencer par vivre dans son appartement de la même façon qu'il vivra dans un fourgon aménagé. C'est la même chose que tu peux adapter un petit peu cette idée à ton alimentation. Aujourd'hui, tu peux commencer à t'alimenter comme tu le feras quand tu seras en autonomie alimentaire. C'est un choix qu'on a fait nous en vivant en fourgon aménagé. On mange énormément de légumes, des légumes de saison. C'est ce qu'on fera quand on sera en autonomie alimentaire. Le jour où on aura acheté un terrain, qu'on fera notre propre potager, on mangera de cette façon-là. Donc on commence par manger de cette façon-là. On a énormément réduit notre apport en viande. Niveau protéines, on va manger des protéines végétales. On va manger aussi des œufs, ce genre de choses qu'on pourra produire nous-mêmes. Donc on mange aussi très très peu de produits transformés. Le pot de produits transformés qu'on mange, c'est souvent des choses en bocaux, parce que c'est des choses, moi avant quand j'avais une maison, je faisais énormément de conserves, que ce soit des terrines de lapin, des cerises en bocaux, des haricots, des plats cuisinés en bocaux. C'est ce que j'en faisais déjà énormément, et je sais que je mangerai de cette façon là plus tard. Donc on consomme des confitures, des pickles, des choses conservées dans le vinaigre, des choses conservées dans l'huile, de la viande en bocaux. On se nourrit de la même façon qu'on se nourrira potentiellement dans quelques années. Donc, commencez par ne pas faire la même erreur que font beaucoup de gens, de vouloir être autonome sans changer ses habitudes, et commencer à vivre avec des habitudes qu'on aura quand on sera autonome. C'est déjà une bonne piste, et ça permet de commencer aujourd'hui à être autonome. Ensuite, il y a une autre chose qu'on peut commencer à faire une fois qu'on a fait déjà ce travail-là, c'est de définir un petit peu quels sont ses besoins et quels sont ses moyens. Une fois qu'on a commencé à pratiquer une nouvelle alimentation, on va dire, on va commencer à comprendre un peu quels sont nos besoins en termes de légumes, quels sont nos besoins en termes de protéines, quels sont nos besoins en termes de ressources alimentaires. On va pouvoir aussi définir un petit peu
quel niveau d'autonomie on veut atteindre. Est-ce qu'on veut atteindre 50% d'autonomie? Est-ce qu'on veut atteindre 10% d'autonomie? 70% d'autonomie? Nous, plus tard, on vise à peu près les 70-80% d'autonomie parce qu'on n'a pas envie non plus de tout faire nous-mêmes ou de nous priver de certaines ressources. Donc l'idée, ce sera d'atteindre un certain niveau d'autonomie alimentaire et d'être aussi capable, en cas de gros problèmes, en cas de pénurie alimentaire par exemple, par contre de répondre à nos besoins en termes d'alimentation. Donc une fois qu'on a fait ce chemin-là, on peut commencer à savoir un petit peu à définir nos besoins, à commencer à faire un plan de comment on va s'y prendre. Est-ce qu'on veut cultiver des légumes? Est-ce qu'on veut élever des animaux pour avoir des ressources de protéines? Est-ce qu'on veut avoir un étang pour avoir des poissons? Est-ce qu'on veut avoir un verger? Ce genre de choses. Et après, il va falloir définir un peu les moyens. Qu'est-ce qu'on va investir et comment on va investir? Il y a 3 choses en fait qu'on peut investir dans son autonomie. C'est le temps, l'énergie et l'argent. C'est 3 choses qu'il va falloir investir. Le temps, le jardinage, ça demande du temps. La patience aussi d'un verger, la patience d'un élevage d'animaux. L'énergie, ça demande aussi beaucoup d'énergie. Et ça peut demander aussi de l'argent. Est-ce que je préfère faire mon verger moi-même et prendre quelques mois pour le faire, ou est-ce que je vais faire travailler une entreprise spécialisée dans la création de vergers? Donc c'est les 3 choses qu'on va investir. Et le plus important, c'est de savoir comment bien les investir. La meilleure façon d'investir, en fait, c'est de voir qu'est-ce qui va être le plus rentable. Est-ce que ça va être le plus rentable d'investir dans tel domaine ou dans un autre? Par exemple, on peut prendre l'exemple de l'alimentation, on va dire protéines animales. On peut très bien investir dans un petit poulailler pour avoir des œufs. On peut très bien investir dans l'élevage d'une ou deux dindes par an pour avoir des protéines, pour avoir de la viande. Ou on peut très bien investir dans un étang pour avoir des poissons. Entre les œufs, l'élevage de viande ou investir dans un étang, il y a quelque chose qui va être plus rentable. Ça va être par exemple les œufs. Élever des poules en termes financiers, en termes de temps et en termes d'énergie, c'est très très simple. Moi j'ai grandi avec un poulailler, j'ai eu un poulailler après quand je suis parti de chez mes parents. Ça prend quelques minutes par jour, ça coûte pas cher. Un poussin sur un marché, un poussin de poule pondeuse, ça coûte 70 centimes. On va lui donner on peut même le récupérer gratuitement. Des poules de réforme, il y en a plein à donner. On va lui donner quelques graines par jour, on va lui donner les restants de nourriture, on va lui donner des plantes sauvages, on va lui donner ce genre de choses. Ça coûte pas très cher et en échange, on va avoir des œufs, des bons œufs bio. Aujourd'hui, ça coûte cher, donc c'est très très rentable. Par exemple, un étang, ça a coûté beaucoup plus cher. Il va falloir beaucoup plus de temps, peut-être beaucoup plus d'énergie, et pour avoir des poissons à la sortie. Donc entre des protéines entre des protéines d'œufs, des protéines de poissons, on va avoir le même apport énergétique, sauf que les œufs, ça sera beaucoup plus rentable. Donc une fois qu'on a défini ses besoins, il va falloir définir les moyens qu'on va utiliser. Voilà. Dans quoi je vais investir en premier? Qu'est-ce qui va être le plus rentable? Donc réduire ses besoins, commencer à adopter des habitudes quand on sera autonome, et ensuite commencer à investir petit à petit en investissant correctement dans des domaines les plus rentables. C'est pour moi le chemin le plus rapide pour devenir autonome en alimentation. Donc après, le chemin peut être plus ou moins long, suivant d'où tu pars, suivant ta situation aujourd'hui. Est-ce que tu as les compétences? Est-ce que tu as les moyens? Est-ce que tu as le temps? Et là où tu en es aujourd'hui, et suivant là où tu veux aller, quel sera ton niveau d'autonomie que tu envisages? Quelles seront aussi tes exigences? Est-ce que tu veux manger simplement? Est-ce que tu veux manger de la nourriture qui vient du monde entier? Le chemin peut être plus ou moins long, mais le chemin défini qui sera le plus rapide, c'est celui-là. Réduire ses besoins, commencer à pratiquer, à adopter des bonnes habitudes, et ensuite étape par étape, pas à pas, investir la bonne ressource, que ce soit son temps, son énergie ou son argent, dans le domaine le plus rentable. Et c'est comme ça qu'on devient autonome en alimentation. J'ai parlé dans le programme Drapeau Noir, qui est un programme que j'ai créé il y a quelques mois pendant le premier confinement. On était confinés avec ma chérie en fourgon aménagé au bord d'une petite rivière en pleine nature. J'en ai profité pour créer ce programme Drapeau Noir. Il y a un chapitre entier sur la stratégie d'autonomie que moi j'utilise au quotidien pour augmenter mon autonomie. C'est quelque chose que j'utilisais en voyageant en sac à dos, c'est quelque chose que j'utilise aussi en vivant en fourgon aménagé, c'est quelque chose que je vais continuer d'utiliser
quand je vivrai sur le terrain qu'on achètera d'ici quelques mois ou quelques années. C'est juste un chapitre parce que ce programme Drapeau Noir est assez long, assez complet. C'est vraiment une stratégie entière de désobéissance. Pour l'occasion, je vous mettrai un petit code promo dans la description de ce contenu audio. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir ça. Et puis sinon, voilà, je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast Parole d'affranchi. J'espère que François t'aura appris des choses. J'espère que tu pourras t'inspirer un petit peu de ce contenu-là. Pour tous ceux à qui ça a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas aussi à aller noter le podcast, que ça soit sur Spotify, que ça soit sur Apple Podcast ou tous les autres agrégateurs de podcasts. C'est important pour le référencement du podcast. Et pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos mails à quentinauty@hotmail.com et je vous dis à très vite pour le prochain podcast. Salut!